C'est une maison en Ouzbékistan remplie de sanglots. La seule chose que nous ayons encore à vendre, c'est toi. Accepte ton sort. » Ces mots de son père la frappèrent comme la foudre. La jeune fille ravala ses larmes, fit ses bagages et quitta la maison. L'héroïne de notre histoire est une jeune Ouzbèque qui dut partir pour la France contre sa volonté. Sa vie autrefois plus riche et paisible que celle de quiconque s'effondra en une seule nuit, la forçant à commencer une nouvelle existence sur une terre inconnue. 5 ans plus tard, en voyant son père qu'elle croyait ne jamais revoir venir à sa rencontre, elle s'écroula sur place, submergée par l'émotion. Quelle histoire se cachait derrière cette famille? Écoutons ensemble son récit. Bonjour, je m'appelle Aziza. Je suis née et j'ai grandi dans la banlieue de Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan. Mon père était un commerçant qui voyageait entre l'Asie centrale et la Russie et il rentrait toujours les bras chargés de cadeaux précieux. Ma mère était d'une grande beauté et l'on me disait souvent que j'avais hérité de son élégance. Le week-end, nous partions en voiture à la campagne et chaque été, nous passions nos vacances à l'étranger. Dans cet environnement opule, j'ai grandi sans connaître la part d'ombre du monde. J'étais toujours première de ma classe. J'avais un don particulier pour les langues et parlais couramment le russe, l'anglais et le tadjik. Mes professeurs prédisaient que je deviendrais une brillante interprète ou une diplomate. Cependant, dans notre culture, la plus grande réussite pour une femme était de faire un bon mariage et j'avais naturellement accepté cette perspective pour mon avenir. L'année de mes 10 à 8 ans, mon père officialisa les discussions de mariage avec la famille Kamolov, avec qui il entretenait des relations d'affaires depuis longtemps. Le fils Alisher avait 5 ans de plus que moi. Il fréquentait une université prestigieuse et se préparait à reprendre l'entreprise familiale. C'était un jeune homme grand élancé qui s'exprimait avec culture et raffinement. Nous nous sommes vus 2 fois et il s'est toujours montré très courtois avec moi. Je ne pouvais pas parler d'amour, mais je pensais qu'un mariage avec lui ne serait pas une mauvaise chose. Nos 2 familles commencèrent à fixer la date de la cérémonie et je débutais ma préparation de future épouse. Notre Aziza a bien de la chance. Quelle merveille de devenir la bru de la famille Kamolov, disait ma mère rayonnante de joie. J'étais moi-même rassurée de voir mon avenir ainsi tracé. Contrairement à mes amis, je n'avais pas à m'inquiéter d'amour incertaine ou à me soucier de ma carrière. Tout semblait se dérouler à la perfection. Mais à l'époque, je n'aurais jamais pu imaginer à quel point la vie pouvait être imprévisible. Peu après mon 19e anniversaire, tout commença à s'effondrer en une seule nuit. Au début, je trouvais simplement étrange que mon père rentre tard. Lui, qui était toujours à la maison à 6 heures précises, se mit à revenir à des heures tardives, souvent ivre. Ma mère ne me disait rien, mais les larmes que je voyais perler dans ses yeux disaient tout. Une nuit, je fus réveillée par les éclats de voix de mes parents provenant du salon. « Comment as-tu pu tout perdre, absolument tout ?» Les sanglots de ma mère résonnaient dans toute la maison. Mon cœur se mit à battre la chamade. C'est cette nuit-là que j'appris que l'entreprise de mon père avait fait faillite. Il avait tout misé sur une nouvelle route commerciale et ce pari avait été un échec total. En un instant, nous étions criblés de dettes. Le lendemain matin, les Kamolov nous informèrent de la rupture des fiançailles. Alisher, celui qui devait être mon mari, disparut sans un mot. Pour eux, je n'étais plus une fiancée de valeur, mais simplement la fille d'un homme d'affaires ruiné. En apprenant la nouvelle, je ressentis pour la première fois la froideur du monde. Mon cœur se glaça en voyant comment des gens qui me respectaient la veille me tournaient le dos du jour au lendemain. Les jours qui suivirent furent un cauchemar. Chaque jour, des créanciers tambourinaient à notre porte, et mon père ne faisait que quitter la maison pour les éviter. Mon père, qui me traitait autrefois comme une princesse, me regardait maintenant différemment, les yeux rougis par l'alcool. C'était un regard pressant, comme si j'étais la solution à ses problèmes. Les meubles de notre maison furent vendus un par un. Le lustre en cristal du salon que je connaissais depuis mon enfance, les antiquités que mon père collectionnait avec fierté, et même l'alliance de ma mère, tout disparut pour rembourser les dettes. La maison devenait de plus en plus vide et la nourriture sur notre table de plus en plus maigre. C'est à ce moment-là que j'ai su ce qu'était la pauvreté. Mes amis aussi s'éloignèrent un par un. Celles qui se pressaient à mes fêtes d'anniversaire ne répondaient même plus au téléphone. À l'école, les regards avaient changé, comme si l'on craignait que mon malheur soit contagieux. Soudain, j'étais seule. Ce sentiment d'isolement alourdissait encore plus mon cœur. Un soir, mon père s'approcha de moi et me saisit par les épaules. « Tu es belle » à en couper le souffle. « Ta beauté peut sauver notre famille. » Ces mots me glacèrent le sang. À cet instant, je compris quel destin m'attendait. Le lendemain, quand un agent d'une agence matrimoniale internationale se présenta chez nous, j'eus l'impression que mon cœur allait s'arrêter.
Il vanta les mérites des hommes français, expliquant à quel point ils prenaient soin de leur épouse et jouissaient d'une grande stabilité financière. À 20 ans, vous pouvez obtenir d'excellentes conditions. Surtout une jeune femme aussi belle que mademoiselle Aziza. À ces mots, les yeux de mon père s'illuminèrent. Ce soir-là, ma mère me serra dans ses bras en pleurant. « Pardonne-moi, ma fille, je suis tellement désolée. Nous n'avons pas d'autre choix. » Je pleurais avec elle, mais au fond de moi, j'avais déjà renoncé. C'était la réalité et je devais l'accepter. Je voulais continuer mes études à l'université, j'avais mes propres rêves, mais je n'avais plus le luxe d'y penser. Pour ma famille et surtout pour mon père déchu, je devais me sacrifier. La première rencontre fut un désastre. Un homme de 20 ans, mon aîné, me dévisagea comme si j'étais une marchandise. Je me sentis comme un objet exposé sur un marché. Quand sa main moite saisit la mienne, j'eus la chair de poule. Heureusement, ce mariage ne se fit pas. Les deuxième et troisième rencontres furent similaires. C'étaient tous des hommes proches de la quarantaine et à leurs yeux, je n'étais qu'une jeune et jolie femme. Ils ne cherchaient pas une épouse, mais une poupée. L'homme que je rencontrais la quatrième fois était différent. À 30 ans, il était bien plus jeune que les autres et surtout, il me regarda droit dans les yeux. Il s'appelait Antoine Moreau. Il parlait peu, mais son regard était empreint de douceur et de respect. Il m'adressa quelques mots en français qu'un interprète me traduisit. L'important, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Rien ne presse. Pour la première fois, une petite lueur d'espoir naquit dans mon cœur. Il était différent des autres. Mon père s'empressa d'organiser le mariage avec lui. Les conditions étaient bonnes. Antoine était un simple employé dans une PME, mais il avait un revenu stable et son propre appartement. Surtout, sa promesse de rembourser une partie des dettes de mon père fut décisive. La cérémonie fut modeste. Vêtu d'un atlas, le costume traditionnel ouzbek, j'échangeais mes vœux avec un inconnu. Le cœur lourd, je savais que j'empruntais un chemin sans retour. Le jour du mariage, mon père me dit en guise d'adieu « C'est la meilleure voie pour toi. Tu vas commencer une nouvelle vie. » Ces mots n'auraient pu me consoler. Cette nuit-là, je haïssais mon père. Ce père qui avait vendu sa fille à cause de ses propres échecs. Mais en même temps, je pouvais comprendre le désespoir qui l'avait poussé à une telle extrémité. Personne n'avait souhaité cette situation. C'est ce qui me faisait le plus mal. Dans l'avion pour la France, je pris une décision. Je couperai tout contact avec mes parents et j'oublierai le passé. Je m'adapterai à ma nouvelle vie et ne penserai plus qu'à moi. Par le hublot, je regardais ma ville natale, Tachkent, s'éloigner au-dessus des nuages. Les larmes coulaient, mais je les essuyais et me ressaisis. J'allais devenir l'épouse d'un Français et vivre dans un monde complètement différent. En arrivant à l'aéroport Charles de Gaulle, tout me semblait irréel. Tout était si propre, si ordonné. Antoine m'attendait et porta mes bagages avec prévenance. Sur la route vers son domicile, le paysage parisien qui défilait par la fenêtre était écrasant. Les immeubles haussmanniens, les lumières de la ville et les gens qui se déplaçaient de manière si organisée, c'était un monde radicalement différent de Tachkent. L'appartement d'Antoine n'était pas grand, mais il était coquet et tout était parfaitement rangé. Il m'attribua une chambre et ne tenta jamais de se rapprocher de moi de manière intrusive. Les premiers jours, nous n'échangeâmes presque aucune parole. La barrière de la langue était un mur immense. Cependant, Antoine commença à m'apprendre le français avec patience et lenteur. « Prenez votre temps pour apprendre, rien ne presse. » Cette phrase fut pour moi un grand réconfort. Son attitude respectueuse de mon rythme m'aida peu à peu à ouvrir la porte de mon cœur. Les premiers mois en France furent très difficiles. Chaque matin, en me réveillant, il me fallait du temps pour accepter que c'était bien la réalité. Un plafond inconnu, des odeurs inconnues, des sons inconnus, tout m'était étranger. La barrière de la langue était ma plus grande souffrance, la communication la plus élémentaire était un défi et le sentiment de frustration qui en découlait m'épuisait chaque jour. Antoine s'efforçait de comprendre ma situation. Avant de partir au travail, il me laissait toujours des notes avec des dessins, des choses dont je pourrais avoir besoin, une bouteille d'eau, du pain, des fruits. C'était des choses simples, mais ces petites attentions étaient un grand réconfort. Le week-end, il m'emmenait faire le tour du quartier pour me montrer les endroits essentiels, le supermarché, la pharmacie, le médecin. Il m'expliquait tout avec une patience infinie. Apprendre le français était un défi quotidien. Je commençais à fréquenter une école de français où Antoine m'avait inscrite et suivait 2 heures de cours par jour. J'ai commencé par l'alphabet, puis j'ai progressivement appris à construire des phrases simples. En apprenant les salutations de base comme « bonjour »,« merci »,« excusez-moi », j'ai peu à peu repris confiance en moi. Un jour, alors que je faisais mes courses seule au supermarché, un problème survint. À la caisse, ma carte bancaire ne fonctionna pas. J'ai paniqué. Incapable d'expliquer la situation en français, je sentis des sueurs froides perler sur mon front. C'est alors qu'une femme d'un certain âge qui attendait derrière moi s'approcha. « Ne vous inquiétez pas, jeune fille. Je peux vous aider, me dit-elle avec un sourire. Elle m'aida à régler le problème.
En discutant, j'appris qu'elle était ma voisine habitant au même étage de notre immeuble. Elle s'appelait Madame Dubois, une ancienne institutrice, et elle m'a beaucoup aidée à m'adapter à la France. À partir de ce jour, elle me rendit souvent visite pour m'enseigner la culture et le mode de vie français. Les Français peuvent sembler un peu distants avec les étrangers au début, mais une fois qu'ils vous ouvrent leur cœur, ils sont très chaleureux. Comme l'avait dit Madame Dubois, avec le temps, les autres voisins commencèrent aussi à s'ouvrir à moi. Ils me partageaient un plat qu'ils avaient cuisiné ou m'invitaient à préparer des repas de fête avec eux. Leur petite gentillesse était une grande force pour moi. Pour m'aider à m'habituer à la vie française, Antoine m'emmenait visiter différents endroits chaque week-end, la Tour Eiffel, le Louvre-Montmartre. En découvrant les merveilles de la France, je commençais à être fascinée par l'histoire et la culture de ce pays. La majesté du musée du Louvre m'a particulièrement impressionnée. Dans ce lieu où des siècles d'histoire prenaient vie, j'ai ressenti pour la première fois la profondeur de la France. « Ce pays vous plaît-il maintenant ?» me demanda Antoine. Je lui répondis honnêtement que même si je n'étais pas encore complètement habituée, j'aimais l'ordre et la sécurité qui régnaient en France. En Ouzbékistan, il était dangereux pour une femme de marcher seule la nuit, alors qu'ici, je pouvais me promener en toute tranquillité, même tard. La commodité des transports en commun et l'excellence du système de santé des infrastructures de pointe m'ont également marqué. Au bout d'1 an de mariage, je pouvais tenir une conversation simple en français. C'est alors que j'ai enfin pu avoir de vrais dialogues avec Antoine. Nous passions des soirées à discuter, apprenant à nous connaître plus profondément. Il me parla de ses souvenirs d'enfance, de ses rêves d'étudiant et de sa vie avant de me rencontrer. Sa franchise et sa chaleur m'ont de plus en plus ouvert le cœur. « Parlez-moi aussi de votre famille » me demanda-t-il un jour. Je secouai la tête fermement. Parler de mes parents était encore une blessure douloureuse. Je ne pouvais pas leur pardonner de m'avoir vendue. Antoine n'insista pas et respecta ma décision. Cette attitude me rassura encore davantage. Après 2 ans, j'ai commencé à travailler dans un petit café, un emploi trouvé grâce à Madame Dubois. Au début, je faisais simplement la vaisselle et le ménage, mais j'ai progressivement appris à prendre les commandes et à préparer les boissons. En discutant avec les clients, mon français s'est considérablement amélioré. Surtout le fait de commencer à gagner mon propre argent me procura une grande fierté. En commençant à travailler, je me suis fait de nouvelles amies. Chloé, qui travaillait dans le même café, avait mon âge et m'a appris beaucoup sur la mode et la culture française. Le week-end, nous allions faire du shopping ou voir un film ensemble. Grâce à elle, j'ai pu découvrir le mode de vie des jeunes femmes françaises de mon âge. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à te maquiller à la parisienne. La proposition de Chloé m'ouvrit un nouveau monde de plaisir. En apprenant les tendances du maquillage et de la mode française, je me sentis de plus en plus appartenir à cet endroit. Antoine se réjouissait de mon changement et me complimentait toujours en me disant que j'étais belle. La 3e année, nous avons déménagé dans un appartement plus grand. Antoine avait eu une promotion, nous étions plus à l'aise financièrement et pouvions nous permettre un logement plus spacieux. Il me confia l'entière responsabilité de la décoration. J'étais heureuse. Pour la première fois, je pouvais créer notre espace selon mes goûts de mes propres mains. En choisissant soigneusement tout des rideaux aux meubles, j'ai senti que cette maison était vraiment la nôtre. À cette époque, Antoine aborda prudemment le sujet des enfants. Au début, j'hésitais. Je ne me sentais pas prête. Je me trouvais trop jeune. Mais Antoine respecta mon opinion sans jamais insister. C'est cette attitude qui paradoxalement m'ouvrit le cœur. Nous avons commencé à planifier notre avenir ensemble et à parler de devenir parents un jour. Après 4 ans, j'étais complètement habituée à la vie française. La barrière de la langue avait presque disparu et les différences culturelles n'étaient plus un problème. Je pouvais rire et pleurer en regardant des films français et je savais cuisiner de bons petits plats français. Je participais avec confiance aux soirées de l'entreprise d'Antoine. Cependant, une nostalgie de ma terre natale persistait dans un coin de mon cœur. Le visage de ma mère en particulier m'apparaissait parfois en rêve. À chaque fois, je réprimais rapidement cette émotion. Ils étaient le passé effacé de ma vie. Chaque fois qu'Antoine me suggérait de les contacter, je refusais catégoriquement. Ces gens n'existent plus dans ma vie. Des parents ne vendraient pas leur enfant. Antoine se contentait de me serrer l'épaule en silence. Il s'efforçait de comprendre ma blessure et ne me forçait jamais la main. Cette compréhension me touchait profondément. 5 ans passèrent et nous étions devenus un couple stable. Antoine occupait un poste important dans son entreprise et j'étais devenue gérante du café. Nous commencions à planifier concrètement d'avoir un enfant. Nous avions décidé d'essayer dès le mois suivant. En me préparant à accueillir une nouvelle vie, je ressentis pour la première fois un bonheur complet. « Aziza, tu es vraiment incroyable.
Tu as surmonté toutes ces épreuves pour en arriver là, me dit Antoine. Je ne pus retenir mes larmes. Il savait tout ce que j'avais abandonné pour m'adapter à cet endroit. Sa reconnaissance chaleureuse était pour moi un immense réconfort. Maintenant, je considère la France comme ma maison. C'est ici que j'ai trouvé une nouvelle identité et une nouvelle vie. C'était un choix forcé au début, mais aujourd'hui, j'en suis reconnaissante. La rencontre avec Antoine a été une bénédiction dans ma vie. Il m'a appris ce qu'était le respect et l'amour. Cependant, mon opinion sur mes parents n'avait pas changé. Ils étaient complètement effacés de mon cœur. Du moins, c'est ce que je voulais croire. Mais le destin nous entraîne parfois dans des directions inattendues. C'était un vendredi soir ordinaire. Antoine rentra plus tôt que d'habitude et je remarquai quelque chose de différent sur son visage. Il semblait un peu tendu contrairement à son habitude et son hésitation à parler m'intrigua. Après le dîner, il prit soudain la parole « Réserve ta journée de demain. Nous avons quelque chose d'important à faire. » Je lui demandai de quoi il s'agissait, mais il se contenta de sourire en répondant « Tu verras bien ». Cette nuit-là, j'eus du mal à trouver le sommeil. Le comportement étrange d'Antoine me préoccupait. Il n'était pas du genre à préparer des surprises. Était-il sur le point de m'annoncer une mauvaise nouvelle ? Je passai la nuit à tourner et retourner toutes sortes d'hypothèses dans ma tête. Le lendemain matin, Antoine me réveilla tôt. Il me demanda de m'habiller correctement. Je l'ai interrogé à plusieurs reprises, mais il se contentait de sourire. Son attitude ne fit qu'accroître mon anxiété. Mais en même temps, j'avais confiance en Antoine, alors j'ai fait ce qu'il me demandait. Nous sommes montés en voiture. Alors que le paysage familier défilait par la fenêtre, un panneau attira soudain mon attention. En voyant les mots « Aéroport international Charles de Gaulle », mon cœur s'emballa. L'aéroport. Pourquoi allions-nous à l'aéroport ? Si nous partions en voyage, j'aurais fait les bagages à l'avance, mais je n'avais rien préparé. Antoine, où allons-nous ? Pourquoi l'aéroport ? À ma question, il répondit toujours de la même manière « Encore un peu de patience, tu vas bientôt comprendre ». Sa voix était teintée d'une légère tension. Je ne pouvais plus contenir ma curiosité, mais je décidai de ne plus poser de questions. Arrivés à l'aéroport, nous avons garé la voiture et sommes entrés lentement dans le terminal. Antoine tenait fermement ma main. Je sentais sa main trembler légèrement. Nous nous sommes dirigés vers la porte des arrivées internationales. Ma tête était remplie de questions. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Arrivé devant la porte des arrivées, Antoine me proposa de nous asseoir et d'attendre un peu. En regardant le tableau d'affichage, je vis qu'un vol en provenance de Tachkent venait d'atterrir. Tachkent. Un avion venant de ma ville natale. Soudain, je me sentis glacée jusqu'aux os. Qui pouvait bien arriver ? Antoine, qu'est-ce que ça veut dire ? Qui arrive de Tachkent ? Ma voix tremblait. Antoine me serra doucement l'épaule et me dit « Aziza, sois courageuse, c'est pour toi ». À cet instant, les portes automatiques s'ouvrirent et un flot de passagers commença à sortir. Je les observais avec anxiété et finalement je les ai vus. 2 silhouettes familières mais si changées. Mes parents. Mon père était terriblement amaigri et vieilli. Il n'y avait plus aucune trace de l'homme robuste et confiant que j'avais connu. Ma mère aussi. Son visage fatigué était creusé de rides profondes. Ils regardaient autour d'eux avec anxiété, puis leurs yeux se posèrent sur moi. À cet instant, des larmes coulèrent des yeux de ma mère. Je restais figée sur place. Ces personnes que j'avais essayé de ne plus voir pendant 5 ans, que j'avais tenté d'effacer de mon cœur, étaient là devant moi. Un flot d'émotions me submergea. La colère, le ressentiment, le manque, la tristesse. Tout se mélangeait et j'avais l'impression que ma poitrine allait éclater. Ma mère s'approcha la première. Sa main tremblante se tendit vers mon visage. Je n'ai pas évité. Au moment où le contact de sa main toucha ma joue, toutes mes défenses s'effondrèrent. J'éclatai en sanglots. « Maman !» À peine ce mot prononcé, je m'effondrais sur le sol. Ma mère s'agenouilla à mes côtés et me serra dans ses bras. Sa chaleur et son odeur familière ravivèrent des souvenirs lointains. La chaleur de son étreinte, celle de mon enfance, était la même. Mon père se tenait un peu à l'écart nous regardant. Ses yeux étaient également remplis de larmes. Quand je le regardais, il s'approcha timidement. Sa démarche était lourde et son regard plein de culpabilité. « Aziza, me pardonneras-tu ? La voix de mon père n'était plus la voix puissante dont je me souvenais. » En le voyant parler d'une voix rauque et tremblante, tout mon ressentiment sembla s'évanouir. Il n'y avait là qu'un homme vieilli et épuisé. Antoine s'approcha doucement de notre famille et dit « Ne restons pas ici, rentrons à la maison ». Nous avons suivi ses paroles et quitté l'aéroport. Dans la voiture, nous gardions tous le silence. Trop d'émotions se bousculaient et il nous fallait du temps pour les démêler. Ce n'est qu'une fois rentrés à la maison que nous avons enfin commencé à parler. Antoine fut le premier à briser le silence. Il expliqua qu'il était en contact avec mes parents depuis 3 ans.
Au début, c'était juste pour leur donner de mes nouvelles, mais il avait peu à peu appris leur situation. Aziza, tes parents ont traversé des moments très difficiles, mais ils t'aiment vraiment. Au mot d'Antoine, mes parents hochèrent la tête. Mon père commença à parler d'une voix tremblante. Aziza, ce que nous t'avons fait à l'époque est impardonnable. Mais nous n'avions vraiment pas d'autre choix. Il expliqua qu'après la faillite, il avait reçu des menaces de mort de la part des créanciers. Il voulait me prendre en otage et pour l'éviter, il m'avait envoyé en France en urgence. C'était le seul moyen de me protéger. Les larmes aux yeux, mon père ajouta, la situation était réellement dangereuse. Ton départ pour la France était la seule solution. C'était un choix pour te protéger. Après ton départ, nous avons tout recommencé à zéro. Nous avons enchaîné 2-3 boulots par jour pour rembourser les dettes. Ma mère continua. Ils avaient ouvert une petite échoppe et reconstruit leur vie petit à petit. Et depuis 2 ans, avec l'aide d'Antoine, ils avaient pu rembourser leurs dettes plus rapidement. Ton mari est un homme exceptionnel. Il nous a aidés à rembourser nos dettes sans même que nous le lui demandions. Au mot de mon père, je regardais Antoine stupéfaite. Il sourit un peu gêné et dit « Nous sommes une famille maintenant, c'est naturel ». Ces mots me réchauffèrent le cœur. Antoine avait aidé mes parents à mon insu. Alors que je les haïssais et essayais de les oublier, lui, au contraire, leur avait tendu la main. Ma mère sortit un album photo d'un petit sac. Il contenait de nombreuses photos de mon enfance. Mes premiers pas à 3 ans le jour de ma rentrée à l'école, mon premier récital de piano. En regardant ces photos, je pleurais de nouveau. Chaque jour, nous regardions ces photos en priant pour que tu ailles bien, dit ma mère. Je ne pus plus me retenir. Je la serrai fort dans mes bras. Le mur que j'avais bâti pendant 5 ans s'effondra en un instant. Ils ne m'avaient pas abandonnée. Ils avaient essayé de me protéger à leur manière. En écoutant leur histoire, tout devint soudain clair. Dans la pire des situations, ils avaient fait le seul choix possible pour me protéger. Un choix qui m'avait semblé être une trahison, mais qui était en réalité une décision pour me sauver du danger. Au fil de la nuit, notre conversation s'approfondit. Les heures passèrent rapidement comblant le vide de 5 ans. Mes parents géraient maintenant un petit restaurant et retrouvaient peu à peu une vie stable. Grâce à l'aide d'Antoine, leurs dettes étaient presque entièrement remboursées. À l'aube, nous sommes enfin allés nous coucher. Avant de m'endormir, j'ai demandé à Antoine « Pourquoi ne m'as-tu pas fait rencontrer mes parents plus tôt ?» Il sourit doucement et répondit « J'attendais que tu sois prête. » Et puis, maintenant que leurs dettes sont presque remboursées et qu'ils sont stables, sa prévenance me toucha de nouveau. Antoine semblait toujours lire dans mon cœur, même à mon insu, il avait œuvré pour ma famille. Le lendemain matin, nous avons accueilli un nouveau départ. Un nouveau départ en tant que famille. Les malentendus et les blessures appartenaient au passé et nous étions de nouveau réunis. Mes parents devaient rester 2 semaines en France et j'ai décidé de leur montrer ma nouvelle vie. Après avoir appris toute la vérité, mon cœur était beaucoup plus léger. Le ressentiment et la colère que j'avais longtemps nourris avaient disparu, laissant place à la compréhension et au pardon. C'était peu, être cela le vrai moment de maturité. À travers la douleur et à travers le pardon, j'étais devenue plus forte. Les 2 semaines que mes parents passèrent en France furent comme un rêve. Je leur ai fait découvrir la ville où je vivais et leur ai montré le café où je travaillais. Ma mère était impressionnée de m'entendre parler français couramment et mon père était soulagé de voir que j'avais trouvé une vie stable. Dans leur regard, je pouvais lire une fierté sincère. Mes parents étaient émerveillés par le développement de la France. Mon père en particulier s'intéressait aux transports en commun et aux infrastructures, tandis que ma mère admirait la propreté des rues et les parcs. Nous sommes montés ensemble à la Tour Eiffel et en contemplant Paris, nous avons discuté. Là, mon père me prit doucement la main et dit « Je suis si heureux que tu vives dans un si bel endroit ». Ces mots me serrèrent le cœur. Je regrettais le temps passé à les haïr. Si j'avais su la vérité plus tôt, nous aurions pu passer plus de temps ensemble en tant que famille, mais maintenant, ces regrets n'avaient plus de sens. L'important, c'était l'avenir. Avant de quitter la France, mes parents exprimèrent leur profonde gratitude à Antoine. Mon père, complètement sobre, serra fermement la main d'Antoine. « Grâce à toi, nous pouvons à nouveau respirer et vivre. » Merci infiniment. Ces mots me firent de nouveau pleurer. Sans cet homme, j'aurais pu être vécu toute ma vie en ayant perdu mes parents et le sens de ma vie. Antoine sourit humblement, disant qu'il n'avait fait que son devoir en tant que membre de la famille, mais je savais à quel point sa sincérité et sa chaleur étaient exceptionnelles. Après le départ de mes parents, notre vie prit un nouveau sens. Je les appelais en vidéo chaque semaine et leur envoyais des cartes et des cadeaux pour les fêtes. Ma famille à Tachkent et ma famille en France, 2 mondes étaient maintenant connectés et le vide dans mon cœur commençait à se combler. Je n'étais plus enchaînée au passé. Je pouvais avancer vers l'avenir. 9 mois plus tard, une heureuse nouvelle arriva.
J'étais enceinte. Bien que nous ayons décidé d'essayer une grossesse naturelle n'était pas si simple, et notre souhait s'était enfin réalisé. En apprenant la nouvelle, Antoine me serra fort dans ses bras. Des larmes de joie brillaient dans ses yeux. « Je suis si heureux, Aziza. Maintenant, nous sommes une vraie famille. » En recevant la première échographie, j'appelais mes parents les mains tremblantes. De l'autre côté de l'écran, j'entendis leur cri de joie. Ma mère, en larmes, dit « Je n'arrive pas à croire que je vais être grand-mère. » À cet instant, je compris que cet enfant n'était pas seulement le mien et celui d'Antoine, mais un nouveau lien qui nous unissait tous. Un pont entre deux pays, deux cultures, et entre le passé et l'avenir. Pendant ma grossesse, ma mère m'appela presque tous les jours pour me donner des conseils. Des soins traditionnels ouzbeks pour la grossesse à la préparation des affaires de bébé, son expérience fut d'une grande aide. Bien que nous soyons physiquement éloignés, je pouvais sentir sa présence chaleureuse et attentionnée. 1 mois avant la date prévue de l'accouchement, Antoine me surprit de nouveau. Il avait réservé des billets d'avion pour mes parents. Il venait au Japon pour m'aider à accoucher. Ému, je restais sans voix. C'est normal, non. Pour un premier accouchement, on a besoin de l'aide de sa famille. La prévenance d'Antoine me touchait toujours. Il anticipait mes besoins et me soutenait toujours de la meilleure façon possible. Sa chaleur était la bénédiction de ma vie. Le jour de l'arrivée de mes parents, l'ambiance à l'aéroport était différente. Cette fois, les larmes avaient laissé place au sourire. Ma mère s'émerveilla de mon ventre arrondi et mon père tapa fièrement sur l'épaule d'Antoine. Nous étions une famille complète, rentrant à la maison. L'accouchement arriva plus tôt que prévu. Quand les contractions commencèrent, Antoine m'emmena calmement à l'hôpital et ma mère me tint la main tout le long. Mon père, quant à lui, attendait nerveusement dans la salle d'attente. Après 12 heures de travail, je tins sans fin ma fille dans mes bras. « Appelons-la Luce », proposa Antoine. Un nom qui signifiait « lumière ». J'aimais ce nom. Luce avait mes yeux et le nez d'Antoine et sa peau, comme la mienne, était légèrement dorée, une harmonie parfaite. La première fois que mon père vit sa petite fille, des larmes coulèrent de ses yeux. Il toucha doucement le petit doigt de Luce et murmura « Maintenant, je suis vraiment heureux ». En entendant ces mots, mon cœur se gonfla d'émotion. Notre famille avait surmonté de nombreuses épreuves, mais nous avions enfin trouvé le vrai bonheur. Les blessures du passé étaient guéries et un nouvel espoir naissait. Après la naissance de Luce, mes parents restèrent en France plus longtemps que prévu. Ma mère m'apprit les gestes de la puériculture et mon père accompagna Antoine pour acheter des articles pour bébé. Notre maison était remplie de rires. Il y avait parfois de petites frictions dues aux différences culturelles, mais nous les résolvions en nous respectant mutuellement. En Ouzbékistan, on n'amaillote pas les bébés comme ça. C'est mieux de les laisser plus libres. Au début, le conseil de ma mère me déconcerta, mais en essayant, Luce semblait effectivement plus à l'aise. En combinant judicieusement les méthodes de puériculture française et ouzbèque, nous avons créé pour Luce un environnement de croissance unique. Avant que mes parents ne repartent en Ouzbékistan, nous avons pris une photo de famille. Au centre, Luce entourée de nos visages rayonnants de bonheur. Cette photo est toujours accrochée dans notre salon. Chaque fois que je la regarde, je mesure à quel point les choses ont changé. Après leur départ, nous sommes restés en contact étroit. Nous partagions les étapes de la croissance de Luce par photos et vidéos et mes parents nous donnaient des nouvelles d'Ouzbékistan. Étonnamment, le petit restaurant de mon père prospérait et s'agrandissait progressivement. Après avoir remboursé toutes ses dettes grâce à l'aide d'Antoine, il avait maintenant un revenu stable. Pour le premier anniversaire de Luce, nous avons de nouveau invité mes parents en France. Cette fois, nous avons passé un moment plus détendu et joyeux. Mes parents s'émerveillèrent de voir Luce grandir et nous sommes même partis en voyage ensemble. Dans les magnifiques paysages de la Côte d'Azur, les liens de notre famille se sont encore resserrés. Un soir après le dîner, mon père me dit doucement « Aziza, ton arrivée en France a finalement été une bénédiction. » J'acquiesçais. Ce qui m'avait semblé être un malheur au début m'avait finalement apporté une nouvelle vie et le bonheur. La rencontre avec Antoine, mon adaptation en France et la naissance de Luce. Chaque étape n'avait pas été facile, mais ce parcours m'avait rendue plus forte et plus sage. Quand Luce eut 2 ans, nous sommes allés pour la première fois en Ouzbékistan en famille. C'était la première visite d'Antoine et pour Luce un voyage spécial à la découverte de la terre natale de sa mère. En marchant dans les rues de Tachkent, je ressentis une étrange émotion, un mélange de passé et de présent. Cet endroit que j'avais voulu fuir autrefois n'était plus qu'une partie de mon histoire, une racine culturelle que je voulais montrer à ma fille. Le restaurant de mes parents était bien plus grand que je ne l'imaginais. Il était devenu un lieu populaire, attirant non seulement les locaux, mais aussi les touristes.
Mon père parlait fièrement de ses affaires à Antoine et ma mère ravie habillait Luce d'un costume traditionnel ouzbek. Nous sommes restés 2 semaines, avons rendu visite à la famille et parcouru les lieux de mon enfance. Maintenant, nous nous rendons visite environ 2 fois par an. La distance est grande, mais la distance de nos cœurs n'a jamais été aussi proche. Antoine a appris à aimer la cuisine ouzbek et mes parents se sont intéressés à la culture française. Luce grandit en absorbant naturellement les 2 cultures. Aujourd'hui encore, en couchant Luce, je pense que tout ce bonheur aurait été impossible sans Antoine. Il m'a aidé à m'adapter en France, à renouer avec mes parents et m'a offert le cadeau qu'est Luce. Chaque soir, en m'allongeant à ses côtés, je ressens une immense gratitude. Grâce à toi, je suis vraiment heureuse. À mes mots, Antoine sourit doucement et me prend la main. Nous nous regardons en silence. Je sais que parfois un regard peut dire bien plus que des mots. Parfois je repense au passé. Si l'entreprise de mon père n'avait pas fait faillite à l'époque, si je n'étais pas venue en France, comment ma vie aurait-elle été? Mais je sais maintenant que de telles hypothèses sont vaines. Tous les choix et événements de ma vie m'ont mené là où je suis aujourd'hui et je suis reconnaissante du résultat. La vie est imprévisible. Parfois, les moments les plus sombres peuvent mener à la lumière la plus éclatante. Pour moi, la France a d'abord été une épreuve effrayante, mais elle est finalement devenue la bénédiction qui m'a conduite au vrai bonheur. Maintenant, chaque matin, en me réveillant, je ressens de la gratitude. Pour ma précieuse famille, pour la richesse culturelle qui s'étend sur 2 pays et surtout pour avoir trouvé le véritable amour. En regardant Antoine, je pense chaque jour sans cet homme, moi, notre famille n'aurions jamais pu rire à nouveau. Et en tenant la petite main de Luce, je me fais une promesse, quelles que soient les difficultés, je protégerai le bonheur de notre famille et je transmettrai à ma fille les belles cultures et les valeurs de ces 2 pays. Ceci est mon histoire. L'histoire d'une femme partie d'un foyer brisé qui s'est relevée dans un nouveau pays et qui a appris à chérir un bonheur tardif. La vie continue. Et maintenant, je suis prête à avancer sans peur.